Journée septembre turquoise. Alors déjà merci à tous et toutes d'être là. Vous savez que depuis quelques années maintenant, on essaie de faire pas mal d'animations autour de septembre turquoise pour faire connaître ce mois de sensibilisation au cancer gynécologique. Il y a encore un peu de travail, c'est moins connu qu'Octobre Rose bien sûr, mais on s'attelle à le faire connaître et à faire connaître le problème des cancers gynécologiques à l'ensemble de la population. Et donc, c'est notre, je dirais, troisième journée, troisième journée, qui commence donc par cette conférence où nous allons aborder différents thèmes autour de l'oncogynécologie. Et puis cet après-midi, vous aurez différents ateliers qui vous seront proposés dans le hall. Et bien sûr, on vous invite, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait, à admirer toutes les œuvres turquoises qui sont affichées ici et à voter, puisqu'il y aura à 16h un petit goûter autour de la remise du coup de cœur pour l'œuvre qui aura reçu le plus de votes. Nous avons la particularité cette année d'accueillir également à partir de demain et pour 48 heures le Cocon. Le Cocon, c'est une caravane qui sillonne l'ensemble de la France. Alors on l'avait déjà accueilli ici, mais c'était au moment du Covid, donc c'était pas forcément facile. Cette année, ça sera plus facile d'accès. Donc c'est une caravane qui sillonne la France sous l'égide de l'association de patientes Imagine et avec le soutien de GSK. Et vous aurez également à l'occasion de ce passage du Cocon différents ateliers qui vous seront proposés autour de la cuisine, autour de l'esthétique et autre chose. Vous avez le programme qui est affiché un petit peu partout, accessible bien sûr sur les réseaux. Et sans plus tarder, donc nous allons commencer cette conférence en parlant d'abord de chirurgie. Oui, merci Laurence. Merci à vous tous d'être là. Alors on va accueillir Élodie Gauroy. Élodie, c'est on va dire notre dernière jeune collègue qu'on a la chance d'accueillir avec nous et qui va nous parler comment se préparer à une chirurgie, parce que c'est pas forcément simple. Vous savez, beaucoup de cancers gynécologiques c'est de la chirurgie abdominale et pas uniquement gynécologique pelvienne. Et c'est important de se préparer comme on se prépare à un marathon. Merci Élodie. Bonjour à tous. Donc, comment se préparer à la chirurgie et se rétablir rapidement après? Effectivement, comme disait le docteur Ferron, tout se prépare, mais également ça, aussi bien sur le plan psychologique, mais aussi physique. On va revoir un petit peu tout ça. Déjà, ça débute dès que on rencontre l'ensemble de l'équipe médicale qui va nous prendre en charge. C'est... Ah, d'accord. Okay. Donc ça débute dès la rencontre avec l'ensemble des intervenants qui vont vous prendre en charge. Pourquoi c'est un temps important? Parce que déjà c'est le moment de l'annonce, même si ça a pu être amorcé par le médecin traitant. C'est le moment de l'annonce et le détail de la prise en charge, le détail de la chirurgie. Parce que pour s'y préparer, il faut l'avoir en détail. Donc effectivement, est-ce que cette chirurgie, elle va être à but diagnostique? Est-ce qu'elle va être à but thérapeutique? Parce que dans ces cas-là, c'est pas tout à fait la même chose quand on a une première intervention pour avoir une réponse ou une intervention pour être traité. Donc déjà, ça aussi, il faut bien le mentaliser, il faut bien le préparer. Ensuite, comment on va faire l'intervention? Est-ce qu'on va devoir ouvrir le ventre, passer une caméra? Parce que les cicatrices ne vont pas être les mêmes, le conditionnement ne va pas être le même non plus pour aborder tout ça. Et donc c'est vraiment cette consultation qui va être dédiée à vous expliquer l'ensemble des choses. Après, vous allez voir aussi que c'est quand même beaucoup d'informations d'un coup, et c'est pour ça que c'est pas mal de revoir très régulièrement. Évidemment, quand on parle de chirurgie, on parle de modalités, de comment ça se passe, comment ça se déroule, mais aussi quels sont les risques liés à ça, comment on répare, comment on conditionne. Vous verrez aussi, il est important de voir l'anesthésiste, alors également pour la gestion de l'ensemble de vos antécédents. Est-ce qu'il y a des médicaments, des allergies, tout ce qui va conditionner le risque allergique, et aussi la gestion de la douleur
autour de l'intervention. Il peut y avoir besoin d'examen avant d'être opéré. Je sais que c'est très frustrant, mais parfois ça peut décaler l'intervention. On fait toujours le maximum pour optimiser les choses, que ce soit le plus rapide possible, mais s'il faut rencontrer un cardiologue avant l'opération, eh ben, il faudra cette consultation-là et on ne prendra pas forcément, on le mesure toujours au risque oncologique. Il vous expliquera également les modalités du jeûne qui seront repris également par l'infirmière que vous rencontrerez soit au moment de la consultation, soit quand vous serez hospitalisé. L'objectif, comme je vous disais, c'est à chaque fois de reprendre les choses et de voir si de nouvelles questions sont apparues pour y répondre. Le conseil que je donne à mes patientes souvent, c'est quand même de noter les questions. Parce qu'à chaque fois, on se dit, ça va, je vais y penser. Et puis, le jour où on revoit le médecin, on a oublié la dite question. Et ça nous trotte quand même dans la tête. Et ça peut être gênant. Donc, se préparer, c'est aussi, une fois qu'on a toutes ces informations-là, c'est quand même poursuivre une activité physique. Pourquoi ? Parce que il a été montré dans différentes études que les patients qui avaient une activité physique, donc notamment une étude américaine, ils avaient comparé les gens, ils avaient simplement noté le nombre de pas qu'ils faisaient par jour, et il y avait les personnes qui faisaient moins de 7500 pas par jour qui avaient plus de complications. Donc, effectivement, d'être bien conditionné, c'est-à-dire avoir des muscles. L'activité physique, c'est ça, être capable de bien respirer, avoir des muscles. Ça permet de mieux affronter cet effort physique, malgré tout, qui est une intervention chirurgicale. Ça passe également par l'alimentation, donc évidemment les conseils classiques, mais parfois on peut aussi être amené à vous faire rencontrer une diététicienne avant l'intervention qui va faire de la préhabilitation, qui va voir si également des compléments alimentaires sont nécessaires et dans certains cas prescrire même systématiquement avant une intervention un petit boost pour l'immunonutrition. Au cours de toute votre prise en charge, on va aussi vous aider à appréhender les choses, à faire un peu de sophrologie, de méditation, notamment quand vous serez au bloc opératoire avec l'infirmière anesthésiste. On va un petit peu vous conditionner. Donc c'est vrai qu'on y est d'autant plus sensible qu'on y est préparé. Et donc ça peut être intéressant, parce que ça reste quand même une période assez stressante avec le diagnostic et autres, de pourquoi pas s'essayer à la sophrologie, méditation. Et donc pour ça, il y a des applis, des podcasts, notamment tester un petit peu la cohérence cardiaque qui permet d'apprendre, d'avoir un petit peu plus une capacité, en tout cas, à se calmer soi-même. Et donc, quand on est dans un environnement qu'on connaît moins, à faire appel à toutes ces techniques. Évidemment, l'arrêt du tabac. Donc moi, je peux vous écrire que arrêt du tabac, mais c'est vrai que si vous le diminuez fortement, c'est bien. Mais on préfère un arrêt du tabac, aussi bien pour votre conditionnement général, à savoir la respiration et autres, mais aussi la capacité à cicatriser. Donc c'est indispensable. Pour être zen, serein pendant qu'on est hospitalisé, il faut tout organiser. Donc là, j'ai mis faire garder les animaux, mais évidemment, ça peut être tout, c'est-à-dire tout ce qui pourrait vous soucier, vous dire « Oh là là, il faut vraiment que je sorte aujourd'hui parce que je récupère le chien ». Non, ça, c'est pas possible. C'est bien d'anticiper les choses pour pas avoir ça en tête. C'est le moment également de discuter de qui est notre personne de confiance, quelle est la personne à contacter, donc la personne qui va nous aider dans nos démarches, et également qui sera la personne avec laquelle on pourra discuter, nous, si nécessaire. Se préparer, c'est aussi faire sa valise. On conseille toujours des vêtements amples. Donc amples, c'est-à-dire privilégier tout ce qui est chemise, enfin les manches courtes, assez amples, parce qu'il peut y avoir les perfusions au niveau du bras, et donc éviter d'avoir des choses serrées qui peuvent être inconfortables. Mais aussi, par exemple, un pantalon avec un élastique pas serré, ce genre de choses. Au tout début, vous aurez plutôt, au cours de l'hospitalisation, la très belle chemise qui s'ouvre à l'arrière et en fait qui nous permet de vous examiner sans avoir à vous contorsionner dans le lit. Effectivement, vous pouvez, en post-opératoire, avoir quand même des tubulures, des choses comme ça. Ça peut être assez inconfortable. On fait le maximum, toujours, pour respecter la pudeur de chacun, parce que c'est très important. Mais malheureusement, dites-vous quand même que c'est une période où on va très souvent aller vous examiner le ventre ou autre, tout ce qui est nécessaire. Donc ça peut être il y a des patientes qui décrivent ça un petit peu comme ça leur rappelle un peu leur accouchement. Mais je pense que c'est quand même moins impressionnant. Ensuite, se préparer, donc mentaliser, parce que tout le monde ne connaît pas l'hôpital, et fort heureusement.
Déjà, les conditions. L'hospitalisation, ça peut être quoi? Donc, vous allez voir qu'il y a différentes modalités. Ça peut être en ambulatoire, donc c'est-à-dire uniquement la journée. Vous pouvez rentrer la veille, s'il y a besoin de faire des examens ou autre, vous pourrez rentrer le matin même. Tout ça vous sera évidemment indiqué et expliqué. C'est le moment de revoir l'infirmière du service dans lequel vous êtes hospitalisé. Là, il peut y avoir des traitements supplémentaires, comme une préparation digestive. Là, l'objectif, vraiment, c'est, voilà, on se prépare. C'est le moment aussi où vous revoyez l'anesthésiste, le chirurgien. Ça peut être le moment de poser les ultimes questions. C'est pour ça que ça peut être utile de limiter un petit peu les visites. C'est votre moment à vous et à votre accompagnant. Et il y a toujours aussi la possibilité d'accueillir cet accompagnant. Le jour J, je voulais détailler un petit peu parce que voilà, la mentalisation, c'est ça, c'est de savoir exactement quelles sont les étapes. Donc c'est le brancardier qui vient vous chercher. Vous allez au bloc opératoire, soit à pied, soit dans votre lit. Et là, vous êtes accueilli au bloc opératoire. Donc très souvent, ce qui surprend un petit peu les patientes, c'est qu'on demande beaucoup quel est votre nom, votre prénom. Voilà, c'est plein d'étapes qui sont faites pour nous assurer qu'on fait bien les choses, qu'on est avec la bonne personne. On peut également vous demander quelle est votre intervention aujourd'hui. Évidemment qu'on est au courant, mais c'est simplement pour être sûr que vous avez bien compris ce qui allait se passer. Et aussi voir s'il n'y a pas d'ultime question qui arrive, parce que parfois, il y a un terme qu'on peut avoir mal compris. Et donc, c'est vraiment le moment de répondre à tout ça. Vous êtes ensuite accueilli donc, par l'infirmière de bloc opératoire et l'infirmière anesthésiste qui vont vous reposer, vérifier le jeûne, regarder vos dents. Voilà, il y a des choses qui sont nécessaires pour le côté anesthésiste qui peuvent être parfois un peu surprenants. Et c'est là où on peut vous poser aussi une question bizarre qui peut être pas mal d'y avoir pensé avant, c'est quelle musique vous voulez? Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez le plus détendu possible. Et donc, pour ça, on conditionne un petit peu les choses avec... on a la possibilité de mettre de la musique et même de diffuser des petits films. Alors, on diffuse en général la vue dans les forêts ou ce genre de choses. Mais voilà, ça peut être ça fait partie de votre conditionnement pour vous dire, je vais être détendu et j'ai besoin de cette musique. Et aussi, vous verrez que c'est le moment de poser les perfusions, des choses comme ça. Et tout ça, l'infirmière anesthésiste l'encadre avec un conditionnement, en vous parlant, en faisant une sorte de sophrologie. Donc c'est pour ça que ça peut être utile pour vous de vous y être conditionné auparavant. Évidemment, on est dans des environnements un peu plus froids parce que c'est nécessaire pour... notamment le risque infectieux. Évidemment, on fait en sorte qu'il y ait une couverture chauffante. S'il y a quoi que ce soit, vous prévenez. Vous êtes vraiment dans une équipe qui vous entoure. Et on fait également attention à la pudeur. Ensuite, après cette intervention, vous serez en salle de réveil, où là, l'objectif, on vous posera plein de fois la question, est-ce que vous avez mal ? Comment sont les douleurs, pour donner le maximum des traitements et être sûr que quand vous retourniez soit dans le service, soit en réanimation, la gestion de la douleur soit optimale. Justement pour ce post-opératoire, donc juste après l'intervention, vous serez hospitalisé et là au quotidien, vous aurez une visite alors avec l'anesthésiste, votre chirurgien ou le chirurgien responsable de l'unité, accompagné de l'interne. Là, vous pouvez avoir du matériel sur vous, à savoir pansement, drain, sonde. Évidemment, ça aura été discuté et annoncé par votre chirurgien lors de la consultation. Nous, notre objectif, ça va être de surveiller ça au quotidien. Et là, on peut avoir des questions qui peuvent vous paraître bizarres. Donc déjà, on va toujours surveiller la douleur, être sûr qu'on est efficace. Mais quand on a ouvert le ventre, on a une question un peu favorite, c'est est-ce que vous avez repris un transit? Et donc pour ça, on pose la question, avez-vous eu des gaz? Donc vous allez voir que ça, c'est une question un peu surprenante au début, mais on la pose bi-quotidiennement au moins. Et vous pouvez avoir également des prises de sang régulières qui vont nous permettre d'être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'hémorragie ou de choses comme ça, parce qu'il y a les risques pendant l'opération, mais il y a aussi les risques secondaires. Là, pour vous, ça va être le moment évidemment de repos, de reprendre une alimentation progressive. Donc au début, on vous explique tout évidemment à chaque étape, mais on fait plutôt des petites quantités, plusieurs fois. Et l'autre objectif pour vous, c'est surtout de se mobiliser. Donc au début, pas beaucoup d'ambition, il faut d'abord commencer calmement avec le bord du lit, le fauteuil, la marche. Et donc tout ça sera progressif et accompagné par un kiné ou par l'équipe paramédicale. On peut également vous expliquer quelques exercices respiratoires à faire, mais voilà, en gros, là, c'est vraiment se concentrer sur la récupération physique.
Comment se rétablir rapidement? Déjà, là, ça commence à la sortie de l'hôpital, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui préoccupe pas mal les patientes. C'est j'étais bien surveillée, ça me rassurait pas mal. Qu'est-ce qui va se passer chez moi? Déjà, au moment de la sortie de l'hôpital, vous sortez avec l'ensemble des documents. Ordonnance, certificat, arrêt de travail, tout ce qui est nécessaire et surtout les convocations pour les prochains rendez-vous parce que vous allez revoir votre chirurgien qui va vous donner les résultats, s'assurer que vous avez bien cicatrisé et vous donner aussi la suite de vos traitements. Là, ensuite, il y a le retour à domicile. Un petit conseil pour les visites, allez-y aussi progressivement pour prendre le temps, ne pas être trop fatigué parce que finalement, on a déjà passé une bonne partie du marathon. Il y a eu le stress des premiers examens, le stress de l'annonce, donc tout ça, ça s'accumule. Là, pour vous, ce qui est important, c'est de reprendre une activité alors qu'on appelle adaptée parce que en plus des différentes pathologies qu'il peut y avoir, il y a effectivement là, les cicatrices, les douleurs. Donc au début, il faut évidemment faire plutôt de la marche que des abdos. Voilà. Mais tout ça, vous aurez les conseils également par votre chirurgien. Et surtout, avoir une augmentation progressive. De même que l'alimentation, toujours veiller à avoir un apport en protéines pour bien cicatriser. Et là, dans ces cas-là, on peut aussi ajouter des compléments alimentaires si c'est nécessaire ou prévoir une consultation avec une diététicienne. Comme conseil qu'on donne souvent aux patientes aussi, c'est d'anticiper le retour, à savoir le trajet. Bon, ça, après, nous aussi, on peut l'organiser. Les repas, comment vous allez faire à la maison? Est-ce que quelqu'un vous fait les courses? Est-ce que la mairie peut les livrer? Il y a plein d'options possibles, mais c'est vrai que pour que ça se passe mieux, il faut s'y préparer. De même que les aides à domicile, il y a très souvent besoin de soins infirmiers par la suite. Alors souvent, c'est dû aux anticoagulants qui vous sont prescrits, mais donc c'est bien avant, ça rassure les gens aussi, pour ne pas sortir comme ça en catastrophe. Vous pouvez, dès le début de votre hospitalisation, vous rapprocher du cabinet paramédical le plus proche de chez vous. Et en général, c'est vrai qu'ils aiment bien être au courant, et comme ça, dès que vous avez la date de sortie, eux, ils peuvent s'adapter. Il y a aussi la gestion des antalgiques. C'est vrai que quand on est hospitalisé, c'est quand même plutôt simple. C'est l'infirmière qui vient dans la chambre, qui donne les antalgiques. Là, en fait, il faudra aussi y veiller. Au début, faites systématique, on vous donnera tous les conseils, mais c'est vrai que mettre des alarmes, des choses comme ça, ça peut aider à y penser et à ne pas se laisser la douleur grandir et après se retrouver en difficulté. Souvent, on nous demande, parce que se rétablir rapidement, c'est reprendre sa vie. Souvent, on nous demande, est-ce que je peux conduire? La conduite, c'est pouvoir réagir en urgence. Donc ça, c'est un petit peu propre à chacun, mais c'est ça qui est à évaluer. Est-ce que je me sens suffisamment bien pour? Et puis après, sinon, vous pouvez aussi vous rapprocher auprès de votre assureur en fonction des différentes conditions. Reprendre la vie, c'est aussi tout ce qui est sexologie. Bon, alors ça, il faudra attendre le rendez-vous post-opératoire pour que votre chirurgien vous examine et valide que la cicatrisation. Alors après, ça dépend de tout type de chirurgie, mais s'il n'y a pas de contre-indication, on vous le dit d'emblée. Il ne faut pas oublier que là, le post-opératoire, quand vous êtes en convalescence à la maison, j'en reparlais encore ce matin avec une patiente, c'est un vrai changement de rythme. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. C'est qu'on a été pris dans un petit tourbillon de j'ai quelque chose, on me fait plein d'examens, ça s'accélère, ça va vite, on a plein de rendez-vous. D'un coup, je suis à la maison et je ne sais plus quoi faire. Donc là, c'est vraiment reprendre, se concentrer sur soi, ce qui nous fait du bien, reprendre des forces, aussi bien physiques, psychologiques, parce que probablement qu'il y a des traitements par la suite. Et donc, il faut se sentir en forme. Et parfois, ça peut être nécessaire de prendre quelques jours. Si vous voulez vous éloigner un petit peu, là, dans ces cas-là, pareil, c'est bien de prévenir, de demander avis auprès de l'équipe médicale pour savoir si vous pouvez vous éloigner et de combien, à l'étranger ou pas, par exemple. On vous orientera, si besoin, vers l'équipe de soins de support et également, il y a toujours aussi les associations qui sont là pour répondre à l'ensemble des questions et surtout, la plupart du temps, c'est quand même des conseils de patiente à patiente et donc des choses auxquelles nous, on ne pense pas forcément. Merci. Merci Élodie. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, moi, j'en ai une peut-être pour toi. Quelle est la place de l'aidant, de l'accompagnant ou accompagnante
Alors, j'en ai pas trop parlé, j'ai simplement parlé de l'aidant, de la personne de confiance, parce que je pense qu'effectivement, malheureusement, c'est des questions qu'on ne se pose pas avant d'être confronté à tout ça, mais quelle est la posture de chacun ? Et c'est le moment de discuter parfois de choses un peu plus difficiles. Et l'aidant, nous en tout cas à l'hôpital, on a fait le choix à l'Oncopole de l'intégrer avec ce lit d'accompagnant, ça c'est propre à chacun. Et également, pour tous les soins de support et dans les associations, ils peuvent s'engager. Et je ne sais pas si vous savez, il y a des aides maintenant, des aides financières pour l'aidant, avec des possibilités d'indemnisation, et c'est un vrai statut qui est maintenant reconnu. Merci Elodie. Est-ce qu'avec tout ce que tu nous as écrit, est-ce que vous donnez un livret en chirurgie de tout ce que tu as, ce que tu as listé? Est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce qu'on donne aux patientes avant? Oui. Alors, il y a plusieurs livrets. Il y a le livret de l'ambulatoire, le livret de l'hospitalisation, le livret du J0. Oui, mais tu vois, même pour l'après, je sais pas, vraiment, c'était vachement bien et ça fait penser à des choses. Pour l'après, non, je crois pas. C'est une occasion de revoir peut-être je sais pas, tous les documents qui existent. Moi, je m'en servirais bien en curie aussi. Ok, bonne idée. On va enchaîner. Merci beaucoup, Elodie. Justement, pour préparer les patientes, je crois qu'on a maintenant beaucoup d'aide de la part de nos infirmières. Et donc, elles sont plusieurs. Sabrina, qui est infirmière spécialisée en stomathérapie. Isabelle en radiothérapie. Élise, qui est coach. Et Alexandra, qui est infirmière aux essais cliniques. Merci, mesdames. En pratique avancée. Alors, bonjour à toutes. Donc nous, on est 4 infirmières dans différents services ici à l'Oncopole et on va vous parler de la coordination infirmière. Donc la consultation infirmière, qu'est-ce que c'est? C'est une consultation qui est obligatoire depuis 2014, qui a été rendue obligatoire par le plan cancer numéro 3. Elle a pour rôle d'accompagner les patients et les patientes tout au long du parcours à des moments clés de la prise en charge. Elle permet aussi de mettre en lien tout ce qui va être en lien les différents intervenants entre l'hôpital, les pharmacies de ville et les autres établissements. Elle a aussi pour but de faire de la prévention et de l'éducation auprès des patients sur les effets indésirables des traitements qui vont vous être proposés. On va vous rencontrer à différents parcours de la prise en charge, à l'annonce de la maladie, entre 2 traitements et aussi après le traitement pour de la réhabilitation. Et depuis quelques années, c'est assez récent, il y a de nouvelles missions qui s'offrent à nous maintenant avec des champs d'exercice qui s'élargissent et des spécialités qui sont maintenant reconnues comme les infirmières en pratique avancée. Donc, en fonction du parcours que la patiente va avoir, vous allez nous rencontrer à différentes étapes. Donc, moi, j'ai pour mission de vous rencontrer à la consultation. Mon but va être de vous voir après la consultation médicale, que ce soit avec un oncologue ou avec le chirurgien. Le but, ça va être de reprendre tout ce qui a été dit par le médecin et on va essayer de répondre aussi à vos questions et d'avoir un aspect plutôt pratico-pratique. Donc, je peux être amenée à vous revoir après l'annonce d'une chimiothérapie où on va discuter ensemble vraiment du procédé du traitement. On va revoir les différents effets secondaires. Je peux être amenée à vous revoir pour des interventions chirurgicales comme des laparotomies qui vont être des interventions qui sont dites assez lourdes, où c'est qu'on va discuter du temps opératoire, du temps d'hospitalisation, des suites opératoires. On va aussi discuter de qu'est-ce qu'on met dans la valise, par exemple. On va aussi établir à ce moment-là tous les besoins qu'il va y avoir en soins de support, c'est-à-dire toutes les aides que l'Oncopole et tout le reste, on va pouvoir vous amener, comme le service social, la diététicienne,
l'activité physique. On va faire un check-up sur votre état de santé pour voir s'il n'y a pas des aides à mettre en place. Rencontrer par exemple une diététicienne avant de commencer les traitements parce que vous avez perdu beaucoup de poids par exemple. On va être là aussi pour vous rassurer, vous et aussi l'accompagnant qu'on va prendre en même temps pendant la consultation. Et ensuite, on va avoir pour rôle aussi de vous remettre tout un tas de documents qu'il y a spécifiques à l'Oncopole. On va vous remettre nos coordonnées aussi téléphoniques s'il y a besoin de nous joindre pour toute éventuelle question. Je vais laisser la place à Isabelle, qui est infirmière en radiothérapie. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis infirmière en radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement de radiation externe des lésions. C'est un traitement qui dure 5 semaines à raison d'une séance quotidienne. Cette séance dure 15 à 20 minutes. Ça n'est pas douloureux. Le seul inconfort que vous pouvez avoir, c'est le froid peut-être, parce qu'on a des machines qui ne supportent pas la chaleur, donc il ne fait pas très chaud dans ces salles. Ce traitement a aussi des effets secondaires qui arrivent au cours du cumul des séances. Les effets secondaires sont essentiellement digestifs, à type de douleur ou d'accélération du transit. Ils peuvent être urinaires aussi, avec des brûlures mictionnelles, un peu de fatigue et très rarement des effets à la peau. Donc ces effets qui sont plutôt digestifs et urinaires seront pris en charge par l'interne de la radiothérapie. Il y en a plusieurs. C'est celui qui est interne de votre médecin qui vous prend en charge et qui va vous voir une fois par semaine, dès la 2e semaine de traitement, pour justement prendre en charge dès le début ces effets secondaires quand ils surviennent. Les infirmières sont présentes dans le service. L'Oncopole est doté d'une infirmerie, ce qui n'est pas si fréquent en radiothérapie. Nous sommes présentes de 7h30 à 18h30. On est là pour vous accompagner. On vous voit en début de traitement pour reprendre avec vous les effets indésirables et puis vous réexpliquer un petit peu les mesures que l'on peut mettre en place. Et puis on est disponible tous les jours, du lundi au vendredi. Quand vous venez vous présenter à l'infirmerie, on peut vous voir sans rendez-vous, bien sûr, et on vous accompagne tout au long du traitement. Et les numéros de téléphone des infirmières sont sur les petits livrets de radiothérapie. Donc on est toujours joignable, même si le traitement vient de se terminer et que vous avez des questions à domicile. Voilà. Donc maintenant, c'est Élise qui va vous parler de les coachs. Bonjour, donc moi je fais partie du service coach de l'Oncopole. On est dédié, nous, au suivi des patientes qui ont des traitements oraux à domicile et on est là pour les aider dans la gestion des effets secondaires qui peuvent arriver le temps de ces traitements. Alors dans le cas des cancers gynéco, on va surtout parler des molécules anti-PARP. Le PARP, c'est une petite protéine que vous avez dans votre cellule qui va arriver pour réparer l'ADN de la cellule. Donc nous, on va arriver avec nos anti-PARP pour empêcher la cellule de bien se réparer. L'objectif étant que les cellules qui sont malades ne se réparent pas, donc elles meurent. Voilà. Ça, c'est en gros le fonctionnement de cette thérapie orale. Et après, nous, on est là pour aider sur les potentiels effets secondaires qui peuvent arriver. À noter que c'est souvent des problèmes digestifs. Et voilà. Donc, ce traitement, il est en maintenance. Pardon. Donc, c'est un traitement qui arrive à la fin des traitements de chirurgie et de chimiothérapie. Donc, déjà, vu que vous avez déjà eu un long parcours avant, nous, on est là vraiment pour vous coacher. Donc, dans un sens, on essaie de vous donner un petit peu de courage pour continuer ce traitement qui est mieux toléré au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est souvent l'initiation de ce médicament qui peut être un petit peu difficile. Et c'est pour ça qu'on est là surtout pour vous aider à vous approprier cette molécule et à faire en sorte que ça se passe bien à la maison. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Alexandra. Bonjour. Alors moi, je vais vous parler de la coordination infirmière en recherche clinique. Déjà, qu'est-ce que la recherche clinique ? Parmi vous, peut-être certaines patientes ont participé à des essais où
ou participent à des essais cliniques. Donc le but des essais cliniques, c'est toujours d'évaluer la meilleure prise en charge pour le patient. C'est-à-dire ou en testant, enfin en évaluant un nouveau traitement par rapport à un traitement de référence, ou en évaluant des associations de traitements. Ça peut être médicamenteux, mais ça peut être aussi de tester des techniques chirurgicales, de radiothérapie, et même certaines modalités de prise en charge, notamment dernièrement, de voir l'intérêt du yoga dans la prise en charge de la curithérapie pour améliorer le vécu des patientes. Donc, une fois que le médecin oncologue vous a proposé de participer à un essai clinique et que bien sûr vous donnez votre consentement à participer à ce protocole de recherche, là rentre en jeu l'infirmière de recherche clinique. Donc l'infirmière de recherche clinique, c'est votre référente dans l'essai clinique et ce sera la personne que vous allez contacter dès le moment où vous avez donné votre accord et vous avez signé pour organiser. Donc elle sera là pour organiser les rendez-vous, pour vous expliquer les contraintes protocolaires, toutes les modalités d'accompagnement. Et depuis peu de temps, depuis 2 ans maintenant, apparaît un nouveau rôle, donc celui d'IPA en recherche clinique, que j'ai la chance d'occuper, qui me permet de faire certaines consultations alternées avec le médecin pour suivre les patientes et de pouvoir dépister certains besoins en soins de support notamment, et en complémentarité avec le médecin. Voilà, c'est tout un panel de pluriprofessionnels pour aider à ce que l'essai clinique se passe dans les meilleures conditions. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup à toutes les 4. Donc j'espère que ça vous permet de vous y retrouver un peu mieux parce que c'est pas toujours évident. Il y a les infirmières de coordination, les infirmières de parcours, les IDO coach, les IPA, les infirmières de radiothérapie, les infirmières de chirurgie que vous pouvez voir aussi dans certaines situations. Donc parfois c'est pas évident de s'y retrouver. Vous voyez que chacune ont leur place tout au long du parcours dans l'idée de pouvoir vous accompagner en permanence en complément de l'accompagnement médical. Et parfois on sait très bien que vous allez davantage dire des choses aux infirmières que vous n'allez pas toujours oser dire au docteur parce qu'il a parfois un peu moins de temps au milieu des consultations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différents rôles infirmiers ? Moi j'ai une réflexion. On est tous les deux avec des cheveux gris. Blanc, tu dis. Blanc, oui. Il paraît que c'est parce qu'on mûrit. Ah oui. Quand on a commencé, les infirmières n'avaient pas ce rôle-là. Non. Et je pense que c'est vous qui nous changez notre métier. Parce que quand on voit toutes les innovations, toutes les évolutions, enfin la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est grâce à vous. Hein, grâce à ce mélange de multi... Comment tu as dit, Alexandra ? Multiprofessionnalisme, voilà, qui est vraiment extrêmement important et merci parce que vous nous changez notre vie au quotidien. Merci beaucoup. Alors il y a des questions qui reviennent hyper souvent. Qu'est-ce que je peux manger ? Qu'est-ce que je ne peux pas manger ? Quels sont les liens possibles entre l'alimentation et les médicaments que vous me prescrivez ? Quels sont les... Alors ça peut-être vous, c'est parfois pas aussi évident, mais pour nous c'est important aussi. Quelles sont les interactions possibles entre les traitements qu'on va vous prescrire et les traitements que vous prenez déjà, puisque tous les médicaments sont digérés dans l'organisme et parfois les digestions peuvent se catapulter un peu au niveau du foie. Il faut faire attention de ne pas rendre des traitements moins efficaces ou plus toxiques et vice-versa. Et donc c'est Véronique Pelagati qui est infirmière qui s'est livrée un petit... qui est infirmière, pardon, Véronique, je te fais changer de métier, qui est pharmacienne et qui va se livrer à un petit jeu du vrai-faux autour de ces questions. Merci Véronique, pharmacienne.
Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous propose de réfléchir ensemble à différentes affirmations sur le thème donc, des interactions entre les traitements anticancéreux, vos traitements, et l'alimentation, les compléments alimentaires, la phytothérapie. Donc, on va commencer de suite avec la première affirmation. Le pamplemousse m'est interdit pendant les traitements, donc vrai ou faux? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vrai, tout le monde est d'accord? Tout le monde dit vrai? Non, les infirmières disent pas vrai. Alors, on peut dire que c'est vrai pour certains traitements, effectivement. Voilà, tous les traitements ne sont pas concernés. Donc, on peut très bien manger du pamplemousse avec certains traitements sans aucun risque. Le pamplemousse est déconseillé uniquement avec certains traitements qui peuvent être par voie orale, mais aussi par voie injectable pour certains traitements. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le pamplemousse est déconseillé avec certains traitements? C'est qu'en fait, il va aller bloquer des enzymes qui sont au niveau de la paroi intestinale et au niveau du foie, qui sont chargées de dégrader les médicaments, donc de les éliminer de l'organisme. Et donc, quel va être le résultat? C'est que le médicament va s'accumuler dans l'organisme et va provoquer des effets indésirables. Donc, si... Dans tous les cas, donc, il faut être quand même prudent avec le pamplemousse. Et si vous avez un doute, le mieux est de demander l'avis du médecin ou du pharmacien qui vous dira si votre traitement est concerné par ce type d'interaction. Donc on passe à la deuxième affirmation. La deuxième affirmation, je peux boire du thé ou du café pendant mes traitements. Alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Sinon, on peut faire qui dit vrai, donc lève la main. Ok. Et qui dit faux, lève la main. Alors, c'est vrai, mais sous certaines conditions. Alors, vrai pour le café, sans précaution particulière. Mais pour le thé, effectivement, il faut prendre des précautions. Donc, par principe de précaution, on recommande d'avoir un intervalle de 2 heures entre la prise de thé et la prise de votre traitement par voie orale. Ça concerne là, pour le coup, que les traitements par voie orale, puisqu'en fait, les tanins qui sont contenus dans le thé pourraient diminuer l'absorption du traitement au niveau de la paroi intestinale par différents mécanismes. Un des mécanismes, c'est une diminution possible de la perméabilité de la membrane de la paroi intestinale, donc qui entraînerait une diminution de l'absorption. Donc là aussi, prudence avec ce respect, cet intervalle de 2 heures, mais vous pouvez très bien boire du thé pendant votre traitement en respectant ces précautions. Alors, la troisième question, avant de démarrer une cure de compléments alimentaires, j'en parle à mon oncologue ou à mon pharmacien, vrai ou faux? Là, je crois que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, oui. Donc, en fait, c'est vrai. Il faut en parler, vraiment pas hésiter à en parler aux médecins et aux pharmaciens pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans les compléments alimentaires, il y a parfois des plantes. Donc ça, c'est important de vérifier, de bien vérifier sur les étiquettes la composition. Et donc, s'il y a des plantes, il faut être vigilant, particulièrement avec certaines plantes qu'on n'aime pas du tout. Donc, le millepertuis, le desmodium, mais aussi beaucoup d'autres plantes qui pourraient être à risque d'interaction. Donc, soit qui pourraient favoriser l'élimination des traitements et donc diminuer l'efficacité, ou dans l'autre sens, comme on l'a vu pour le pamplemousse, bloquer l'élimination des traitements et entraîner des effets indésirables. Donc, vraiment vigilance avec les compléments alimentaires qui contiennent des plantes. La deuxième raison, c'est que les compléments alimentaires pourraient contenir des mélanges de vitamines, d'oligo-éléments, et que certaines de ces vitamines, de ces oligo-éléments ont des propriétés antioxydantes qui pourraient interférer avec certains traitements. Donc là aussi, c'est important d'être vigilant par rapport à ces compositions. Voilà. Et en fait, il y a une troisième raison, qui est une raison beaucoup plus générale. C'est lié à la qualité des compléments alimentaires, indépendamment de la composition en plantes ou en vitamines. Il faut savoir qu'en termes de normes de qualité, les compléments alimentaires sont
beaucoup moins soumis à des normes de qualité que les médicaments. Donc on n'est pas sûr à 100% de la composition, ce qui est noté sur l'étiquette, et pas forcément toujours ce qu'il y a à l'intérieur du complément alimentaire. Donc vigilance aussi par rapport à la qualité. Alors la 4e affirmation, il faut se méfier du curcuma. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai? Ok. Le curcuma, quel que soit le curcuma, quelle que soit l'utilisation. Alors, le curcuma dans l'alimentation, il n'y a pas de risque. En fait, toute forme d'épices dans l'alimentation, vous pouvez consommer du curcuma sans risque parce que vous allez consommer des quantités qui sont vraiment modérées par rapport au curcuma que vous allez trouver dans les compléments alimentaires, qui est en quantité beaucoup plus concentrée. En plus, donc, les compléments alimentaires, vous allez prendre vos compléments tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, donc des grosses quantités que vous allez ingérer. Et donc, c'est ce curcuma dans les compléments alimentaires qui peut entraîner des interactions avec les différents traitements. Donc, il faut être vigilant par rapport au curcuma en complément alimentaire. On a plutôt tendance à le déconseiller, quel que soit le traitement. Et l'autre raison pour laquelle on a tendance à déconseiller le curcuma sous forme de complément alimentaire, c'est qu'il y a eu des cas de toxicité hépatique chez des personnes qui avaient pris des compléments alimentaires à base de curcuma. Et donc même le ministère de la Santé demande d'être vigilant par rapport à cette prise de compléments alimentaires avec du curcuma. Et enfin, la dernière question, je peux utiliser des huiles essentielles pendant mes traitements, vrai ou faux? Qui dit vrai? Et qui dit faux? Alors, vous avez tous et toutes raison. Alors, de façon générale, les huiles essentielles sont très concentrées en principes actifs. Et donc, ces principes actifs, certains de ces principes actifs pourraient entraîner des risques d'interaction, comme on l'a vu avec les plantes, avec la phytothérapie, pourraient aussi entraîner des risques d'interaction avec vos traitements. Donc, c'est la première raison. Et aussi, la deuxième raison, c'est que comme c'est des principes actifs très concentrés, en fait, ils pourraient aussi être à l'origine de toxicité au niveau du foie ou au niveau du système nerveux central. Donc, on fait vraiment attention à ces produits. Alors, pour cette raison, on déconseille l'utilisation, quelle que soit l'huile essentielle, sous forme de complément par voie orale, donc pas d'huile essentielle par voie orale. Par contre, vous pouvez utiliser en massage ou bien en inhalation, mais en évaluant au cas par cas, en fonction du type de mélange d'huile essentielle que vous voulez utiliser, de l'indication, du rythme d'administration, de la fréquence d'utilisation et bien sûr du traitement que vous avez, de votre traitement en cours. Mais ça reste possible d'être utilisé, toujours à évaluer au cas par cas, en général avec le pharmacien de ville qui s'y connaît bien, qui est un professionnel de santé expérimenté en aromathérapie. Voilà. Merci Véronique. J'ai trois questions rapides en attendant peut-être les questions dans la salle. La première question, c'est le gingembre qui a des propriétés anti-vomitives. Est-ce qu'on peut le prendre pendant les chimiothérapies intraveineuses? Oui, on peut le prendre. Oui, on peut le prendre. Il n'y a pas de risque à ce que le gingembre soit pris. Et en plus, il peut être efficace effectivement pour calmer les nausées liées au traitement. Deuxième question, parce qu'il faut bien mettre le pied dans le plat, le desmodium. Beaucoup de patientes prennent du desmodium. Est-ce que c'est, utile? Parce que c'est finalement la première question. Je veux dire, est-ce que ça sert à quelque chose de rajouter des choses à ce qu'on a déjà comme traitement? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et deux, est-ce qu'on peut le prendre sans risque ou pas? Alors, le desmodium, je disais tout à l'heure, on n'aime pas trop le desmodium pour différentes raisons. Alors, la première raison, en termes d'efficacité, il n'y a aucune étude qui montre l'efficacité du desmodium. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, on a beaucoup de doutes par rapport à la toxicité du desmodium. Il y a eu, il y a quelques années, plusieurs cas d'atteinte hépatique chez des patients qui prenaient du desmodium, et même une note du ministère de la Santé qui déconseille l'utilisation du desmodium de façon générale dans la population sous forme de complément alimentaire. Donc, le desmodium, pour nous, est vraiment déconseillé.
Et ma troisième question, c'est quid de l'homéopathie? Alors l'homéopathie, peut-être que vous connaissez l'homéopathie, vous avez peut-être eu l'occasion de prendre des médicaments d'homéopathie. L'homéopathie, donc il y a plusieurs dilutions. Donc les plus grandes dilutions, qui sont les dilutions les plus utilisées, qui sont les dilutions en CH, ne présentent aucun risque avec les traitements. Donc vous pouvez utiliser de l'homéopathie sans aucun risque en dilution CH. Et vous avez des dilutions qu'on rencontre un peu moins souvent, les dilutions en DH. Donc vous pouvez prendre tout ce qui est dilution supérieure ou égale à 6DH, donc 6DH, 8DH, 10DH. Attention aux dilutions inférieures à 6DH, puisqu'on rentre dans de la phytothérapie. Puisqu'en fait, la notion, c'est qu'à partir en dessous de 6DH, on va détecter du principe actif, alors qu'au-dessus, à partir de 6DH, on ne détecte plus de principe actif dans le médicament. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Et donc, pour terminer cette conférence, on va vous présenter... Non, tu as noté ? Non, on peut monter, ça c'est pas grave. On va vous présenter avec Anne et Gwenaëlle les principaux axes de recherche. Alors bien évidemment, on ne va pas vous faire un catalogue très détaillé, ça n'est pas possible, mais juste pour vous donner les grands axes de recherche dans nos spécialités, parce que après... plusieurs années où la recherche clinique a été très calme en gynécologie. Malheureusement, depuis plus d'une dizaine d'années, il y a énormément d'avancées qui ont été faites, en particulier avec les inhibiteurs de PARP dont on vous a parlé tout à l'heure, mais il y a encore beaucoup de choses qui se développent et qui vont nous permettre, je l'espère, d'élargir nos champs de traitement et de s'approcher de plus en plus de la guérison dans le maximum de situations. Ah, c'est moi qui commence en plus. Alors, juste pour la partie oncologie médicale, parmi les nouveaux médicaments qui se développent aujourd'hui, c'est l'explosion de ce qu'on appelle les anticorps drogues conjugués, dont on parle plus couramment sous le nom d'ADC. C'est-à-dire que par rapport aux chimiothérapies antérieures, je vais mettre devant l'écran, ça va être plus simple, on prend la molécule de chimiothérapie, qu'on appelle le payload, parce que tout est en version anglaise. Donc, on prend la molécule de chimiothérapie et avec des systèmes très sophistiqués qui ont leur importance, ce qu'on appelle des linkers, des liens, on va attacher cette molécule de chimiothérapie à un anticorps. Et cet anticorps, il va venir reconnaître un antigène qui est porté de façon préférentielle ou de façon exclusive sur les cellules cancéreuses. Et ça permet donc d'essayer de cibler encore mieux les cellules cancéreuses. Alors, dans le domaine de la sénologie, ce sont des molécules qui se sont développées et qui ont considérablement fait avancer la prise en charge. Et on les voit arriver maintenant en gynécologie. Et vous allez voir que la plupart des axes de recherche dont je vais vous parler font appel à ces molécules. Alors, pour l'instant, en pratique courante, on en a une auquel on a accès dans certaines situations. Pour l'instant, toutes les autres sont en phase de développement, donc dans le cadre d'essais thérapeutiques dont vous a parlé Alexandra tout à l'heure. Et donc, on espère, avec les résultats de ces essais qui prennent toujours malheureusement quelques années, entre le moment où une molécule se développe dans un essai thérapeutique et où on a les résultats, il faut quand même quelques années, mais on espère en tout cas pouvoir élargir de plus en plus notre... pipeline, notre panier de traitement. On commence donc par les cancers de l'ovaire. Donc, dans les cancers de l'ovaire, au moment du premier diagnostic, aujourd'hui, le traitement, c'est la chirurgie.
la chimiothérapie et puis des thérapies ciblées qui sont les anti-angiogéniques, en l'occurrence le bevacizumab, et les inhibiteurs de PARP. Et les combinaisons vont différer en fonction des différents types de maladies. Mais dans ces traitements de maintenance, on sait qu'il y a des situations où ces traitements dont on dispose aujourd'hui ne sont pas les plus optimaux et on pourrait faire encore mieux. Et c'est donc des essais qui vont arriver autour de cette question en mettant justement dans la maintenance un de ces ADC. Dans la situation de rechute, alors il y a des rechutes qu'on appelle platine sensibles, quand c'est des rechutes qui sont assez tardives par rapport au traitement précédent. Et donc là aussi, la question, vous le voyez, c'est est-ce qu'on peut positionner certains ADC dans cette situation-là, que ça soit en traitement ou que ça soit aussi en traitement de maintenance? Parce que finalement, maintenant, avec l'expérience de la première ligne, on est très habitué à avoir un traitement qui va venir consolider le traitement les résultats obtenus avec la chimiothérapie, et on espère pouvoir faire ça dans ce type de rechute. Et puis, lorsque les rechutes surviennent de façon beaucoup plus resserrée par rapport au traitement précédent et qu'on parle de rechute platine résistante, eh bien, il y a quelques années, on avait peu de traitements, et à l'heure actuelle, on a de plus en plus de traitements qui vont arriver à disposition, et dans les mois à venir, c'est pratiquement une dizaine d'essais qui vont se mettre en place en France avec des molécules différentes pour essayer d'optimiser et d'élargir l'arsenal thérapeutique dans cette situation. Alors, la recherche, ça se fait également en chirurgie. Vous savez, pendant très très longtemps, on n'a pas évalué les stratégies chirurgicales. Ce n'est plus le cas depuis une quinzaine d'années. Dans la toute première prise en charge, on va avoir... alors, ce n'est pas tout à fait de la recherche, c'est vraiment de l'organisation là. Vous savez que Olivier Véran, la veille de quitter son poste de ministre, a signé un décret qu'on attendait tous depuis 20 ans, qui est la modification des autorisations de soins en France avec une réelle gradation des soins en chirurgie, ce qui n'existait pas. Et maintenant, les cancers de l'ovaire doivent être tous pris en charge en centre expert. C'est la loi. La loi est applicable au 1er juin 2023, depuis le 1er juin 2023. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser ce parcours de soins en centre expert, de créer une hospitalisation de jour première fois, c'est-à-dire quand les patients vont arriver, quel que soit l'endroit où ils habitent dans la région, qu'ils puissent voir le chirurgien, l'anesthésiste, les infirmières de consultation, éventuellement les diététiciennes, le médecin de réhabilitation, pour qu'on fasse un point complet dès la première fois que les patients viennent. Deuxième chose, là c'est vraiment la chirurgie du cancer de l'ovaire. Vous savez qu'il y a des techniques qui permettent de faire de la chimiothérapie directement dans la cavité abdominale dans les cancers de l'ovaire. Pendant très très longtemps, malheureusement, ces traitements n'ont pas été évalués correctement. Maintenant, on le fait dans le cadre d'études dont vous a parlé Alexandra tout à l'heure, des études comme on fait dans les médicaments. Et actuellement, cette chimio-hyperthermie intrapéritonale est un standard de traitement dans 2 situations du cancer de l'ovaire. On essaie à l'heure actuelle de voir est-ce qu'elle a une place en chirurgie première, c'est-à-dire quand on opère directement les patients. Une autre voie de recherche, c'est la standardisation de la chirurgie chez les patients qui ont reçu de la chimiothérapie. La chimiothérapie va faire disparaître les lésions et on a beaucoup de discussions de savoir ce que l'on fait des cicatrices. Voilà. Est-ce qu'il faut aller enlever les cicatrices ou est-ce que quand il y a des cicatrices, ça veut dire que la chimiothérapie a bien marché? C'est un domaine qui existe dans toute la cancérologie, dans toutes les discussions chirurgicales. Est-ce qu'on prend en charge la tumeur avant, le volume de la tumeur avant, ou le volume de la tumeur une fois qu'il a répondu? Anne a les mêmes logiques que nous en radiothérapie régulièrement, et donc ça fait partie d'études. Donc c'est important également qu'on fasse avancer la chirurgie et que la chirurgie soit plus le professeur Raoul de l'oncologie, on va dire ça comme ça, où on n'évalue rien. Alors je ne vais pas donner la parole à Anne parce qu'il n'y a pas de place à la radiothérapie, ou très peu malheureusement dans les cancers de l'ovaire, et on va avancer dans une autre pathologie. Qui est le cancer de l'endomètre. Vous savez que les cancers de l'utérus se divisent en 2 types. Il y a les cancers de l'endomètre, c'est-à-dire de la muqueuse qui recouvre l'intérieur de la paroi utérine, puis après les cancers du col de l'utérus.
Pendant longtemps, on a traité tous les cancers de l'endomètre un peu de la même façon, avec de la chirurgie, de la radiothérapie et assez peu de traitements médicaux. Et puis depuis quelques années, on sait très bien qu'il n'y a pas un type de cancer de l'endomètre, mais au moins 4 types différents en fonction de différentes anomalies moléculaires qu'on peut retrouver sur ces cancers. Et la prise en charge, la pronostic de ces différents types n'est pas le même, et donc la prise en charge thérapeutique doit évoluer pour s'adapter à ce profil moléculaire. Et c'est vraiment l'objectif à l'heure actuelle. Il y a un essai international qui a un très joli nom qui s'appelle l'essai Rainbow, mais ARINBO, dans lequel on va justement essayer d'adapter le traitement au groupe moléculaire en introduisant soit de l'immunothérapie, soit les inhibiteurs de PARP qui peuvent avoir aussi leur place. Donc c'est vraiment essayer de caractériser au mieux et d'adapter au mieux la prise en charge thérapeutique. Et puis dans la rechute, c'est élargir l'arsenal thérapeutique, et à nouveau on retrouve les ADC avec des essais aussi, dont un là qui va ouvrir très bientôt à l'Oncopole avec un de ces anticorps drogue conjugués pour disposer de davantage d'outils thérapeutiques dans cette situation. Alors en chirurgie, il y a 2 situations dans lesquelles on modifie, on est en train de modifier la stratégie. C'est les tumeurs, les petites tumeurs au début. Vous savez qu'on est passé de la chirurgie où on ouvre le ventre à utiliser des caméras, voire des caméras assistées par des robots. Ce ne sont pas des vrais robots, c'est de l'assistance chirurgicale. Et maintenant, en fait, l'idée, plutôt que de passer par la cavité abdominale, c'est de passer par les voies naturelles, par le vagin. Et il y a Elodie devant moi qui pratique ce type de chirurgie. Moi, j'en fais pas, qui est d'utiliser la même chose que les mêmes caméras, les mêmes outils qu'on utilise en célioscopie, mais alors là, en laissant aucune cicatrice sur le ventre. Et ça commence à être extrêmement intéressant. C'est en plus très intéressant, on va dire, chez les patientes en surpoids, parce qu'on a un accès facile à l'utérus, aux ganglions, aux ovaires, peut-être beaucoup plus facile que si on fait ça par la cavité abdominale. Deuxième chose, sur les tumeurs évoluées, dans la cavité abdominale, on a une situation d'une tumeur, c'est des tumeurs qui ont une mutation d'un gène qui les rendent extrêmement sensibles à l'immunothérapie. On vient de finir un essai en France où on compare chimiothérapie versus immunothérapie. Ces tumeurs, elles ressemblent à des tumeurs dans les cancers digestifs qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand les patientes répondent à l'immunothérapie, on ne les opère plus. Et on est en train de se poser la question, est-ce qu'il faut encore continuer à opérer ces patientes quand elles ont une réponse complète à l'immunothérapie, parce qu'on sait que leurs pronostics n'ont rien à voir. Donc peut-être des désescalades complètes de la chirurgie sur des tumeurs avancées. Et sur le plan de la radiothérapie, donc dans les petites tumeurs, un essai s'est terminé il y a, on va dire, un peu plus d'1 an. On attend les résultats pour mieux adapter les traitements de radiothérapie et de curithérapie à ce qu'on disait, c'est-à-dire la biologie, le côté moléculaire de la tumeur, c'est-à-dire la génétique de la tumeur. C'est pas la génétique de la patiente. C'est vraiment, il n'y a pas un seul cancer de l'endomètre, il y en a plusieurs, et on essaie de cibler au mieux. On ne dit pas seulement radiothérapie à une certaine partie. Voilà, donc c'est en cours, on n'a pas les résultats, mais on essaie de mieux définir les traitements complémentaires à la chirurgie en fonction de l'agressivité, de la biologie de la tumeur. Dans les tumeurs plus avancées, la question, c'est toujours la place des traitements locaux, c'est-à-dire une tumeur qui malheureusement est diagnostiquée à un stade avancé, c'est-à-dire métastatique, avec une tumeur de l'utérus et des métastases ailleurs. On commence par un traitement qui va partout, de chimiothérapie, d'immunothérapie éventuelle, et on se pose la question, une fois que la réponse, si la réponse est très bonne, c'est-à-dire si on ne voit plus de maladie au scanner, qu'est-ce qu'on fait de cet utérus? Est-ce qu'on le traite? Est-ce qu'on l'opère? Est-ce qu'on lui fait de la radiothérapie, de la curithérapie? Et ça, il y a des essais en cours et c'est une grande question. Et puis récemment, on a eu le résultat, même j'en ai entendu parler la semaine dernière, d'un essai qui comparait la radiothérapie plus curithérapie avec ou sans chimiothérapie pour les récidives dans le vagin d'un cancer de l'endomètre. D'accord ? On a traité un cancer de l'endomètre et le récidive dans le vagin. Et là, la question était, est-ce qu'on
on traite actuellement par radiothérapie et curithérapie. Et la question était, est-ce qu'on rajoute de la chimiothérapie? Et c'est négatif, il n'y a pas besoin de chimio. C'est bien, c'est ce qu'on faisait. C'est toi qui... Et pour finir les traitements du cancer du col de l'utérus, alors là aussi, ce sont des cancers qu'on va traiter beaucoup par radiochimiothérapie et puis par chirurgie quand ce sont vraiment des toutes petites tumeurs. Mais pour les tumeurs qui sont un peu plus volumineuses tout en restant très locales, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer en association avec cette radiochimiothérapie que l'on fait maintenant depuis des années. Et évidemment, la question cruciale est celle de la place de l'immunothérapie. Et on sait maintenant que dans certaines situations, grâce à un essai thérapeutique auquel nous avions participé, comme beaucoup de pays dans le monde, on sait maintenant que dans certaines situations, il faut compléter le traitement en utilisant de l'immunothérapie. Et puis la question reste ouverte également de savoir si dans certaines situations, il peut y avoir de la place pour de la chimiothérapie néoadjuvante. Et puis en situation de rechute, eh bien, toujours la question des ADC qui revient et beaucoup d'essais qui vont se mettre en place également avec ces nouvelles molécules qui vont nous permettre là aussi d'élargir notre arsenal thérapeutique, puisque à l'heure actuelle, en situation de rechute, une fois qu'on a fait chimiothérapie, immunothérapie, et ben, si ça ne marche pas, on n'a pas beaucoup de ressources derrière, et donc on compte beaucoup sur les ADC, et on a déjà des résultats positifs avec au moins l'un d'entre eux pour nous aider dans cette situation. Alors, encore en chirurgie, de temps en temps, on opère quelques cancers du col de l'utérus, qui sont vraiment les tumeurs extrêmement débutantes. Et pendant très longtemps, on a enlevé tous les ganglions. D'accord ? Et vous, comme moi, on paye des impôts en France et on a la chance d'avoir des projets hospitaliers de recherche clinique qui sont financés par notre argent public, qui ont permis de faire 3 études successives en 15 ans pour prouver que l'on peut faire le ganglion sentinelle. Ganglion sentinelle, c'est quoi? On injecte un produit. Alors avant, on avait des colorants. Maintenant, on a des molécules fluorescentes qui nous permettent d'aller chercher le premier relais ganglionnaire et d'épargner tous les autres ganglions. Et il a fallu montrer par la première étude que ça marchait. On enlevait le ganglion sentinelle et les autres ganglions, montrant que ce ganglion sentinelle est très fiable. La deuxième étude, ça a été de dire quand on fait que le ganglion sentinelle par rapport à des patientes à qui on enlève tous les ganglions, il y a moins d'effets secondaires. Et la troisième étude vient d'être terminée. C'est une étude internationale que l'on a réalisée en France sous l'égide du Gynéco, qui est le groupe coopérateur avec lequel on travaille en France pour toutes ces études. Et on attend les résultats de cette étude pour dire définitivement, oui, il y a une sécurité oncologique à faire ce ganglion sentinelle. Deuxième chose, quand les tumeurs sont plus grosses, c'est Anne qui les prend en charge, Anne et Laurence, avec de la radiochimiothérapie. Pendant très longtemps, on est allé chercher les ganglions, chirurgicalement, on est allé chercher les ganglions au-dessus pour savoir est-ce que y a des ganglions au-dessus qui sont malades. Alors, c'était logique quand on n'avait que de la radio, c'est la première étude, puis avec du scanner. Mais maintenant qu'on a des caméras de PET scanner qui sont de plus en plus sophistiquées, on se pose la question, est-ce que c'est toujours utile d'aller chercher ce ganglion? Et donc, on a cette étude en France et en Europe, cette étude qui est dirigée par Alexandra Martinez qui travaille avec nous et qui va être un vrai progrès, parce que là, c'est peut-être une vraie étude de désescalade chirurgicale grâce au progrès du thème. Et troisième chose, malheureusement, parfois, ces tumeurs récidives, et quand elles récidivent, on peut être amené à les enlever. C'est des chirurgies mutilantes dans lesquelles on enlève la vessie, le vagin, le rectum. C'est important d'avoir des infirmières stomathérapeutes pour expliquer aux patients comment on peut reconstruire. Et on travaille beaucoup pour aller encore plus loin dans la reconstruction, puisque maintenant on est capable, chez certaines patientes, alors que nos copains urologues disaient exactement le contraire depuis 30 ans, de faire parfois des reconstructions en place de la vessie et d'avoir des patientes qui, malgré leur récidive, ont une reconstruction complète de leur anatomie. Et donc, dans le cancer du col en radiothérapie, les études qui vont démarrer, j'espère, elle va démarrer bientôt, c'est une étude qui est ni pour les toutes petites tumeurs du col, ni pour les plus grosses, mais les intermédiaires, qui mesurent entre 2 et 3 cm à peu près. En France, depuis longtemps, on fait une curithérapie d'abord,
puis une chirurgie. Et dans le reste du monde, globalement, c'est chirurgie, et après on réfléchit, est-ce qu'il y a besoin de radiothérapie, etc. Et en France, on pense que notre prise en charge, elle est moins toxique et aussi efficace. Donc un essai va être monté, et j'espère, j'ai toujours pas de nouvelles, c'est Gustave Roussy qui le gère, et donc ça va être la prochaine étude des tumeurs un peu intermédiaires du col utérin. Dans les tumeurs du col localement avancées, c'est-à-dire un peu grosses, mais non métastatiques, la radiothérapie et surtout la curithérapie ont énormément évolué ces 10 dernières années, avec une prise en charge qui permet jusqu'à 90% de contrôle local, c'est-à-dire que les cancers du col, même très gros, sont contrôlés dans 90% des cas. Il y a malheureusement encore des récidives à distance, des métastases, mais localement, il n'y aura pas de récidive, ce qui permet d'avoir une qualité de vie bien meilleure qu'il y a 20 ou 30 ans, avec l'absence de douleur, de saignement et de fistules. Donc il y a des études qui continuent, une étude internationale qui va démarrer prochainement pour essayer de mieux ajuster la dose en fonction de la taille et de la réponse à la radiothérapie. Et ce qui est très bien, c'est qu'il va y avoir une étude dans laquelle on est en train d'entrer, qui va se concentrer sur les tumeurs du vagin, qui sont des tumeurs encore plus rares que toutes les tumeurs gynécologiques dont on parle. Et on va intégrer le groupe international de prise en charge pour essayer d'homogénéiser les traitements de ces cancers très rares, essayer de les traiter dans des centres référents avec tous la même façon pour améliorer les pratiques. Voilà, c'est très pratique. Je vous remercie.